Paris, le 13 décembre 2011. Une brasserie du 15e arrondissement. Il est aux alentours de 13 heures. Hervé Laforge, accompagné d'un ami, attend sa femme, Michel. Ils doivent déjeuner tous ensemble. Mais les minutes passent et Michel Laforge n'est toujours pas là. Habituellement, mon épouse me téléphone plusieurs fois par jour. Là, le fait qu'elle ne m'ait pas appelé et qu'elle ne vienne pas au rendez-vous qu'elle avait elle-même fixé m'interpelle quelque peu. On ne comprend pas parce que c'est pas trop son habitude, ou alors elle prévient quand elle est en retard. Hervé Laforge est fébrile, c'est-à-dire qu'il regarde la vitrine pour voir s'il ne voit pas la silhouette de sa femme arriver. Il l'appelle à plusieurs reprises. Il va passer en tout 16 coups de téléphone, 16 appels téléphoniques pour essayer de joindre sa femme. Et plus le temps passe, et plus l'inquiétude grandit. Je m'inquiète parce que mon épouse a des problèmes de hanche. Il lui arrive de se coincer, de ne pas pouvoir marcher, de ne plus pouvoir marcher. Et ça lui fait une sorte de paralysie. Et je me demande s'il ne lui est pas arrivé un tel événement à la maison. Hervé Laforge et son ami décident donc d'aller voir ce qu'il se passe au domicile du couple. L'appartement n'est pas très loin, à environ 200 mètres de là. Hervé Laforge a accepté pour nous de répéter les gestes qu'il a fait ce jour-là. Je monte au 3e étage, j'ouvre la porte, je trouve le trousseau de clés de ma femme à l'intérieur. Donc ça veut dire que si ces clés sont à l'intérieur, ça veut dire qu'elle est là. Mais chose étrange, alors qu'Hervé Laforge appelle sa femme, personne ne répond. Je commence par le salon, personne. Je continue par la chambre, personne, le bureau. Et j'arrive enfin dans la salle de bain. Et là, je pousse un cri. Et il découvre une scène épouvantable, une scène absolument effroyable. C'est une vision d'horreur, quoi. À 64 ans, Michel Laforge a connu une fin terrible. Alors que s'est-il passé? C'est le début d'un incroyable fait divers, d'une partie de Cluedo, grandeur nature. Je découvre dans la mémoire le corps de ma femme plongé dans l'eau, avec un séchoir à cheveux dans les mains. La mort de Claude François, l'électrocution dans la baignoire, ça reste un des classiques. Non, je pense pas du tout à un accident. Les éléments retrouvés dans l'appartement laissent penser qu'on a voulu maquiller une scène de crime. Il y a 4 trousseaux de clés pour cet appartement. La 4e clé est en possession de la femme de ménage. Les policiers vont évidemment se demander si c'est pas le mari qui a fait le coup. Qui a pu faire ça? Qui a pu lui en vouloir? Retour dans le 15e arrondissement de Paris. Ce 13 décembre 2011, en tout début d'après-midi, les sapeurs-pompiers viennent de recevoir un message alarmiste d'Hervé Laforge. Alors, ils se rendent directement dans la salle de bain pour vérifier le corps. Il est rigide. Je crois que l'un des pompiers le décrit qu'elle était dure comme un bout de bois. Force est de constater qu'il n'y a plus rien à faire. Michel Laforge est décédé. Et tout laisse à penser qu'elle s'est électrocutée. Quand on rentre, on voit un fil électrique qui rentre dans la baignoire. La rigidité cadavérique du corps de Michel Laforge laisse à penser qu'il peut s'agir d'une électrocution. Parce qu'en cas d'électrocution, le corps se rigidifie presque instantanément, tous les muscles se contractent. Immédiatement, ils vont se diriger vers le tableau électrique. Ils vont s'apercevoir qu'un des disjoncteurs différentiels a sauté, qui va montrer qu'a priori, il y a eu un court jus. Les plombs ont sauté. Donc, ils en déduisent que Michel Laforge a été électrocuté. Comment et pourquoi ce terrible drame a-t-il pu se produire? Pour le mari de la victime, c'est le choc. Je reste complètement stupéfait et
Je pense que j'ai dit mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? On est tous les deux pétrifiés. Un quart d'heure plus tard, la police du 15e arrondissement arrive sur les lieux du drame. Et pour les policiers, en apparence, il s'agit donc d'un accident domestique. On voit un corps dans une baignoire dans l'eau avec un séchoir à cheveux dans les mains. La mort de Claude François, l'électrocution dans la baignoire, ça reste un des classiques. On peut imaginer qu'elle ait fait un malaise. Émettre une hypothèse qui serait une chute de Madame Laforge en arrière, ce qui accréditerait complètement à ce moment-là la thèse de l'accident. Seulement voilà, le scénario ne va pas résister aux premières constatations. Lorsqu'ils vont constater l'état des lieux, le sol, le carrelage de la salle de bain est sec. Tout est propre, tout est nickel chrome, il y a de l'eau nulle part. Si elle était tombée dans sa baignoire pleine d'eau, par exemple se séchant les cheveux, on aurait eu des éclaboussures, de l'eau dans toute la pièce. Et il n'y en a pas. L'hypothèse d'une chute dans la baignoire paraît donc invraisemblable. D'autant que selon son mari, la victime ne prenait jamais de bain. Et compte tenu de ses problèmes de hanche, elle n'utilisait que la douche et la baignoire ne servait à rien dans cette salle de bain. Alors, la mort de Michel Laforge aurait-elle été mise en scène? C'est en tout cas le sentiment des enquêteurs. Et la suite semble leur donner raison. Dans la chambre du couple, sur la commode, Hervé, le mari de la victime, fait une découverte pour le moins morbide. Je découvre des photos de ma belle-mère qui était décédée 4 ans plus tôt. Des photos de la mère de Madame Laforge dans son cercueil avec la famille derrière le cercueil, qui sont des photos donc assez macabres. Ces photos étaient plutôt rangées et là, elles étaient un peu en évidence, un peu en apparence, un peu comme si elle avait voulu attirer l'attention sur les raisons de sa mort. Tout aussi étrange, le mari de Michel Laforge découvre sur son bureau des documents relatifs aux démarches à accomplir en cas de décès. Il y avait des papiers qui concernaient les formalités à accomplir en cas de décès d'une personne à Paris. Ces éléments découverts dans l'appartement peuvent signifier effectivement que Madame Laforge a mis fin à ses jours et qu'effectivement elle s'est suicidée. Et là, bien entendu, je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Je ne comprends pas pourquoi. Michel Laforge se serait-elle suicidée? C'est la première piste que les enquêteurs vont explorer, mais elle ne va pas faire long feu. À 64 ans, Michel Laforge est mariée avec Hervé depuis maintenant 17 ans. Elle a une fille et 2 petits-enfants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas vraiment le profil d'une femme désespérée. Bien au contraire. Les proches, la famille, la décrivent aussi comme très bonne vivante. Elle était gaie, enjouée. J'ai pris quand même des bonnes crises de rigolade avec elle. Moi, j'étais plutôt le taciturne par rapport à elle, qui était le clown dans la maison. C'est pas quelqu'un qui a des phases down. Non, c'est quelqu'un qui est pécheux, quoi. C'est une battante. Non, c'est une battante. Donc, tout ça, ça ne correspond pas du tout avec l'état d'esprit d'une femme dépressive qui va se suicider. Au fil des témoignages, se dessine le portrait d'une femme active. Michel tient une boutique d'accessoires pour animaux. Hervé, son mari, est quant à lui vétérinaire. Et là aussi, il semble que le couple n'allait pas trop mal. Un couple qui s'aimait. Après 20 ans de mariage, il y a des choses, mais un couple qui s'aimait.
faisant des projets, qu'il devait partir en vacances à la fin de la semaine au Sénégal. Elle avait acheté des billets d'avion pour partir au Sénégal. Donc la vie est plutôt heureuse pour Madame Laforge à ce moment-là. Pour tout le monde, le décès de Michel Laforge est suspect. Une enquête est ouverte. Elle est confiée à la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres, la célèbre crime. Et les policiers ne vont pas tarder à s'apercevoir que l'appartement des Laforge est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Domicile du couple Laforge, dans le 15e arrondissement de Paris. Mardi 13 décembre, seulement quelques heures après la découverte du drame, les hommes de la brigade criminelle investissent les lieux et gèlent la scène de crime. Il y a un détail qui les intrigue immédiatement, c'est la présence de petites gouttes, toutes petites gouttes de sang dans l'entrée. Dans l'évier de la cuisine, il y a un caillot de sang avec un cheveu. Ils saisissent le caillot de sang, le font expertiser, le font analyser, et il s'agit du sang de la victime. Étonnés par la présence de ces traces, les enquêteurs décident de passer tout l'appartement au révélateur de sang Blue Star. Et là, dans cet appartement, ils vont découvrir très vite du sang à peu près partout. Et on retrouve du sang visible sur la clé qui est dans le barillet de la porte. On en retrouve sur le seuil de la porte et sous les clubs de golf qui sont dans l'entrée. Et ensuite, ils vont continuer leurs recherches dans le couloir. Et là, ils vont découvrir des traces de traînées. C'est-à-dire qu'en passant le Blue Star, la trace s'étire, s'étire, s'étire sur toute la longueur du couloir. Dans la cuisine, le Blue Star révèle aussi des traces de sang sur une bouteille d'eau de Javel, ainsi que sur un balai-brosse. Ça peut vouloir dire que quelqu'un a utilisé cette bouteille de détergent et ce balai-brosse pour nettoyer cette scène. Tout cela ne correspond pas avec la thèse du suicide ou de l'accident. Enfin, dans le couloir qui mène à la salle de bain, les enquêteurs font une découverte encore plus surprenante. Sur un petit meuble bibliothèque, il y a un chandelier qui réagit intégralement au Blue Star. Un chandelier. S'agirait-il de l'arme du crime? Madame Laforge aurait-elle été agressée dans le couloir avec ce chandelier avant que son corps ne soit traîné jusqu'à la salle de bain? L'autopsie semble l'attester. Institut médico-légal de Paris, le 14 décembre 2011. Le médecin légiste examine le corps de la victime. Et ses conclusions vont faire basculer l'enquête. Première information, Michel Laforge n'est pas morte électrocutée. Il n'a pas constaté de point d'entrée et de point de sortie d'électricité, comme il aurait dû le constater sur un corps qui aurait été électrocuté. Le sèche-cheveux n'a rien à voir avec la mort de cette femme. Alors, qu'est-il arrivé à la victime? D'autres éléments attirent l'attention de l'expert, de la mousse sur la bouche et des ongles cyanosés, qui peuvent être le signe d'une noyade. On retrouve de l'eau dans ses poumons. Michel Laforge est morte noyée. Une noyade survenue après que la victime ait été frappée violemment derrière le crâne. Le médecin légiste découvre à l'arrière du crâne une plaie qui peut correspondre à un coup porté par un objet contondant. Désormais, les enquêteurs ont la preuve que Michel Laforge a été tué et que son suicide n'est qu'un leurre.
Et du coup, toutes les photos que l'on retrouve, ce dossier qui parle des obsèques, ce sèche-cheveux au fond de la baignoire, ressemble de plus en plus à une vaste mise en scène. Finalement, les éléments retrouvés dans l'appartement laissent penser qu'on a voulu maquiller une scène de crime en suicide. Les policiers ont une ébauche de scénario criminel. Reste à déterminer l'heure de la mort, que l'autopsie n'a pas permis d'établir. Cette information, les hommes de la police judiciaire vont la déterminer grâce au téléphone portable de Michel Laforge. En effet, l'analyse de la téléphonie permet d'établir que dans la matinée du 13 décembre, la victime a passé un appel à un ami. À 10h03, Madame Laforge va passer un appel et laisser un message dans une galerie d'art. Et la personne qu'elle cherchait à joindre va la rappeler une demi-heure plus tard, à 10h32. À partir de 10h32, les appels qui sont passés sur son téléphone portable basculent sur son répondeur. Elle ne décrochera plus son téléphone. Ils ont tiré une conclusion, c'est que s'il s'est passé quelque chose, c'est entre 10h03 et 10h32. Michel Laforge a donc été tué le mardi 13 décembre, entre 10h03 et 10h32. Paris, 36 quai des Orfèvres. Dans les locaux de la brigade criminelle, les auditions des proches de la victime commencent. C'est ainsi qu'ils vont tous apprendre la terrible nouvelle. Quand on me dit que c'est peut-être un crime, là je tombe vraiment des nues. Un crime, alors j'en reviens pas. Un crime... Déjà, le suicide, j'avais du mal à l'accepter. Un crime, c'est pas normal. Ouais, je suis scié. Je suis... Ah bon? C'est quelque chose qui n'arrive que dans les journaux. Ça ne peut pas vous arriver à vous. Pour vous, ça n'existe que dans les faits divers. Et vous devenez un fait divers. Au cours des interrogatoires, les hommes de la crime vont s'apercevoir que Michel Laforge n'était pas seulement une commerçante appréciée de tous, c'était aussi une femme au caractère bien trempé. Michel Laforge est une femme de pouvoir. Elle est clairement dominante. Elle est décrite par sa sœur comme une panthère. Donc quelqu'un qui peut aussi exploser si ça ne lui convient pas, si elle n'est pas d'accord. Donc c'est pas quelqu'un qui, dans le cadre d'un conflit, ne va rien dire. Au contraire, elle va rentrer dans le conflit et ça peut aller très loin. Même son de cloche dans la bouche de sa fille, de sa propre fille, qui relate un événement d'une altercation pour une banale histoire d'argent, où ils en sont quasiment venus aux mains. Mais c'est pas une sainte, hein. Je lui ai souvent dit, t'es quand même très pénible. Et à en croire certains témoins, Michel Laforge menait la vie dure à son mari. D'après eux, Hervé supportait de moins en moins le tempérament volcanique de son épouse. Le couple qui est ensemble depuis très longtemps connaît parfois des hauts et des bas. Qu'il y a pu avoir des disputes. On retrouve d'ailleurs des lettres de réconciliation après ces disputes et que parfois les relations peuvent être difficiles. La fille de Michel Laforge va expliquer aux enquêteurs qu'Hervé en avait quelquefois marre de cette relation, de cette union, et qu'à un moment donné, il avait envisagé de la quitter. Voici ce que la fille de la victime déclare exactement. Elle pouvait être dans le conflit avec Hervé, avec moi, avec mes enfants. Il y avait des cris, des violences parfois. Je l'ai vu faire preuve de violence physique envers son mari. À une occasion, Hervé m'a fait part de sa volonté de partir. Michel Laforge avait aussi un autre défaut, c'est ce que découvrent les policiers. Elle était très dépensière. La représentation était importante pour elle. Elle n'hésitait pas à dépenser pour cela.
Elle aimait les restaurants, aller faire des massages, s'acheter des bijoux. C'est une femme qui aime bien vivre et qui vit, disons, dans le luxe. Michel menait grand train. Et depuis quelque temps, cela devenait problématique. Car le couple était au bord de l'asphyxie financière. En effet, pour ouvrir sa clinique vétérinaire, Hervé Laforge s'était fortement endetté auprès d'une banque. Monsieur Laforge voit grand. Il veut s'installer dans des locaux très spacieux. Il a fait un challenge, ça n'a pas marché comme il voulait. Il y a eu la crise qui est arrivée aussi, ça a joué, je pense. Et sa situation financière est devenue très très difficile. Une épouse colérique et dépensière, un mari endetté. Pour les hommes de la police criminelle, le meurtre de Michel Laforge serait peut-être un drame conjugal. Les policiers vont évidemment se demander si c'est pas le mari qui a fait le coup, si c'est pas le mari qui, lassé par les excès de colère ou par la situation difficile du couple, il n'aurait pas été l'auteur de l'agression sur sa femme. Hervé Laforge aurait-il mené tout le monde en bateau? Serait-il en réalité le meurtrier de son épouse? L'agresseur est suffisamment intime pour connaître les photos, l'histoire de la famille et pour pouvoir monter un scénario de suicide. C'est le suspect idéal. Le 21 décembre 2011, soit 8 jours après la mort de sa femme, l'interrogatoire d'Hervé Laforge commence. Le vétérinaire doit notamment s'expliquer sur ses problèmes financiers. Mais immédiatement, M. Laforge se défend. Pour lui, tout cela est de l'histoire ancienne. Et je dis aux gens de la brigade criminelle que ces difficultés financières se sont arrangées, d'une part, grâce à la vente de notre maison de campagne, et d'autre part, à la vente des locaux, des murs de cette clinique. Malgré tout, la société d'Hervé Laforge est en redressement judiciaire et accuse tout de même un déficit de 400 000 €. L'audition se poursuit et le vétérinaire est maintenant confronté aux déclarations de sa belle-fille qui parle d'un divorce éventuel. Et voici ce qu'il déclare. Je leur dis, vous savez, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. En ce qui nous concerne, et surtout à la fin, c'était plutôt des hauts. À l'écouter, Hervé Laforge n'est pas le meurtrier de sa femme. Cependant, les enquêteurs n'en sont pas si convaincus. Les policiers vont alors étudier l'emploi du temps du mari pour la journée du drame, le 13 décembre au matin. Hervé Laforge s'est levé le matin vers 8 h. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Monsieur Laforge va déclarer qu'il est parti à 8h45 de chez lui, que sa femme était bien vivante à ce moment-là quand il part. Il s'est ensuite rendu directement à la clinique. Il commence ensuite ses consultations, puis des opérations, et enchaîne ainsi jusqu'à 13 h. Hervé Laforge aurait ensuite rejoint la brasserie où il avait rendez-vous avec Michel, son épouse, et son ami Franck. Les deux hommes y seraient restés jusqu'à 15 h, heure à laquelle, ne voyant pas Michel Laforge arriver, ils se sont décidés à aller voir s'il s'était passé quelque chose à l'appartement. Le premier réflexe des enquêteurs est de vérifier l'emploi du temps de M. Laforge. Tout l'emploi du temps est confirmé et par son assistante et par les clientes. À l'heure du crime, le vétérinaire était en consultation. Ce n'est donc pas lui qui a commis ce meurtre. Alors, qui a agressé Michel Laforge avec un chandelier avant de la tuer dans la salle de bain? Si ce n'est pas son mari, qui d'autre était dans l'appartement entre 10 h et 10h30 ce mardi matin? Les hommes de la crime ont leur petite idée sur la question. Souvenez-vous,
Le jour du drame, en arrivant à son domicile, Hervé Laforge ouvre la porte qui, selon lui, est fermée à clé. Quand M. Laforge est revenu à son domicile, eh bien, il a déverrouillé la porte. Cette porte était fermée parce que si elle n'avait pas été fermée, j'aurais été interpellé. On verrouille toujours la porte parce que si elle n'est pas verrouillée, n'importe qui peut rentrer. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que le meurtrier, lorsqu'il est parti, a fermé à clé. La personne qui a tué Madame Laforge possédait donc les clés de l'appartement. Il y a 4 trousseaux de clés pour cet appartement. Monsieur Laforge a son jeu de clés. Le trousseau de Michel qui est fiché dans le barillet de la serrure. Ils en retrouvent un autre dans un tiroir utilisé par les petits-enfants de Madame Laforge. Et enfin, celui de la femme de ménage. La 4e clé est en possession de la femme de ménage. Une dénommée Lamia Bouzoumita. Elle a 37 ans, elle est mère de 5 enfants, elle est d'origine tunisienne et elle habite dans le 13e arrondissement de Paris. Elle travaille chez monsieur et madame Laforge depuis 4 mois. Elle est payée 11 € de l'heure. Elle n'est pas déclarée. Elle travaille 3 jours par semaine, le lundi, le mardi et le vendredi. Le mardi 13 décembre, Lamia Bouzoumita était-elle sur les lieux du crime? Est-elle impliquée dans la mort de sa patronne? C'est ce que les enquêteurs veulent savoir. Paris, 36 quai des Orfèvres. 2 jours après la mort de Michel Laforge, la femme de ménage est convoquée à son tour dans les locaux de la police judiciaire. Et à en croire Lamia Bouzoumita, tout se passait très bien avec sa patronne. Michel me respectait. Elle était toujours très correcte avec moi. Avec elle, tout allait bien. Notre relation était normale et elle me remerciait souvent pour mon travail. Puis les policiers interrogent la femme de ménage sur son emploi du temps la matinée du 13 décembre. Elle leur explique que ce jour-là, elle n'est pas allée travailler chez Madame Laforge, car son fils ayant eu une gastro, Madame Laforge lui a recommandé de ne pas venir. Elle affirme que ce jour-là, elle n'a pas quitté le 13e arrondissement. La femme de ménage ment et les enquêteurs le savent. Car lorsqu'elle est arrivée à la police judiciaire, ils ont saisi le téléphone portable de Lamia Bouzoumita, qui, lui, ne peut pas mentir. À 10h43, Madame Bouzoumita reçoit un appel téléphonique qui déclenche une borne téléphonique rue Saint-Charles dans le 15e arrondissement. à 100 mètres du domicile de Madame Laforge. Tout porte à croire à ce moment-là que madame Bouzoumita était effectivement ce matin-là présente dans le 15e arrondissement et qu'elle a menti aux policiers. Alors qu'elle est mise face à ces mensonges, Lamia Bouzoumita a une nouvelle explication. Lamia Bouzoumita va expliquer que, en fait, si elle s'est rendue dans le 15e arrondissement, pas pour aller chez monsieur et madame Laforge, mais qu'elle s'est rendue dans le 15e pour déposer des petites annonces. Elle dit qu'elle a été dans au moins 2 boulangeries déposer des petits prospectus pour chercher du travail, pour proposer ses services comme femme de ménage, qu'elle a acheté une bouteille d'eau dans une supérette. La femme de ménage dit-elle la vérité? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule alternative. Les policiers vont emmener avec eux Madame Bouzoumita dans les 2 boulangeries où elle est censée avoir déposé des offres de services. Et si la femme de ménage dit vrai, les gens qu'elle a croisés ce jour-là devraient la reconnaître. Dans la première, personne ne la reconnaît et on ne retrouve pas de petites annonces. Dans la deuxième, non plus. Pour autant, la femme de ménage ne se démonte pas. Elle entraîne les policiers vers une supérette. Lorsqu'ils se rendent dans la supérette, elle pense reconnaître la caissière qui est là, qui est une caissière de couleur noire. Ils interrogent donc le gérant du magasin, qui leur indique qu'il a une seule caissière de couleur noire et que le mardi matin, elle ne travaille pas.
Les policiers ont devant eux une menteuse manifeste. Il y a ces premiers mensonges, ces deuxièmes mensonges. Donc les policiers vont poursuivre leurs investigations et elle devient la suspecte. Les enquêteurs vont s'intéresser d'un peu plus près à Lamia Bouzoumita. Et ce qu'ils vont découvrir va considérablement faire progresser l'enquête. Paris, 13e arrondissement. C'est dans cet immeuble que vit la femme de ménage et sa famille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Lamia Bouzoumita, ici, n'a pas très bonne réputation auprès de ses voisins, qui pour certains sont d'anciens employeurs. Un couple qui employait Mme Bouzoumita a déposé plainte pour vol de bijoux et de 26 chèques, pour un montant total de 16 000 €. Voici ce que déclare ce couple aux policiers au sujet de cette femme de ménage. À ce moment-là, Lamia m'a spontanément dit qu'elle avait volé des chèques. Pour se justifier, Lamia m'a dit que nous lui avions dit de faire comme chez elle et de prendre ce qu'elle veut. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Lamia Bouzoumita ne manque pas d'humour. Un autre employeur va expliquer aux enquêteurs que la femme de ménage lui aurait escroqué 8 000 €. Cette personne explique qu'elle a prêté de l'argent à Mme Bouzoumita, une somme de 8 000 €, en l'échange de la remise de chèques. Cependant, lorsqu'elle a déposé les chèques, ces chèques étaient sans provision. Les policiers découvrent ainsi une Lamia Bouzoumita comédienne et manipulatrice. Lamia Bouzoumita, elle fait tout pour attirer à la fois la pitié et la sympathie. Parce qu'elle explique qu'elle a des difficultés, qu'elle n'a pas assez d'argent, qu'elle a des besoins. Et donc elle en profite sous ces différents prétextes pour emprunter un peu d'argent qu'évidemment elle ne rembourse jamais. À la recherche d'un mobile, les enquêteurs se demandent si la femme de ménage n'aurait pas aussi, chez les Laforge, commis un vol qui aurait mal tourné. Domicile des Laforge dans le 15e arrondissement de Paris. Le 22 décembre 2011, une dizaine de jours après le meurtre de son épouse, Hervé Laforge retourne à son domicile, accompagné des enquêteurs de la brigade criminelle. Monsieur Laforge retourne avec les enquêteurs dans l'appartement, dans lequel il n'est pas retourné depuis le 13 décembre. Et en ouvrant le tiroir de son bureau, Hervé Laforge constate que de l'argent a disparu. Je viens pour chercher un carnet de chèques, une carte bancaire, des espèces, parce que je sais qu'on a une enveloppe avec environ 3 000 € en espèces. Et c'est là que je découvre qu'il n'y a plus d'argent. L'enveloppe censée contenir 3 000 € est complètement vide. Et Hervé Laforge n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Monsieur Laforge constate la disparition de bijoux appartenant à sa femme, et ce sont principalement des bijoux en or jaune. Je découvre que tous les bijoux de valeur ont disparu. Les policiers tiennent peut-être enfin le mobile par la découverte du mari. Les policiers vont en déduire une chose et vont établir un scénario à ce moment-là. La femme de ménage aurait volé Mme Laforge et ce vol aurait mal tourné, ce qui aurait entraîné le décès de Mme Laforge. L'étau se resserre autour de la femme de ménage. Les enquêteurs décident de placer Lamia Bouzoumita en garde à vue. Paris, 13e arrondissement, le 17 janvier 2012. Au petit matin, les policiers de la brigade criminelle interpellent Lamia Bouzoumita à son domicile. Et pendant la perquisition, ils vont faire une découverte surprenante dans son sac à main. Parmi les papiers, les ordonnances, les cartes, il y a une petite carte d'un marchand d'or. Évidemment, ils sont extrêmement surpris de cette découverte, sachant qu'un certain nombre de bijoux ont disparu chez les Laforge. Les policiers décident donc d'aller interroger le marchand d'or.
Selon ces registres, Madame Bouzoumita est venue 2 fois. Le 2 décembre, elle a vendu 10 grammes d'or pour un montant de 225 €. Et le 13 décembre, elle a vendu 40 grammes d'or pour une somme de 665 €, le jour du décès de Madame Laforge. Et il y a un autre élément qui est troublant. Lorsqu'il vérifie les relevés bancaires de Madame Bouzoumita, il découvre qu'entre le 26 octobre et le 13 décembre, elle a déposé un certain nombre d'espèces pour un montant total de 1 500 € environ. De surcroît, les policiers découvrent qu'elle a versé 1 500 € en espèces à son mari pour qu'il paye les vacances pour les enfants. Lamia Bouzoumita est sous pression. Et après 24 heures de garde à vue, la femme de ménage craque. Voici ce qu'elle finit par déclarer. Je veux vous dire la vérité, et toute la vérité, sur ce qui s'est passé ce jour-là. Elle va finir par reconnaître qu'elle est allée chez Madame Laforge. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, Lamia Bouzoumita reconnaît s'être rendue au domicile des Laforge le mardi 13 décembre, le jour du meurtre. Seulement d'après elle, elle serait arrivée aux alentours de 10h30. Elle explique qu'elle est rentrée dans l'appartement et qu'au moment où elle rentre dans cet appartement, le téléphone portable de Michel Laforge s'est mis à sonner. Donc elle la cherche, elle l'appelle par son prénom. Elle fait le tour de l'appartement en appelant Michel. En arrivant dans la salle de bain, Lamia Bouzoumita prétend qu'elle a alors découvert le corps de Madame Laforge. Je l'ai vue allongée dans la baignoire. Elle trempait dans l'eau. J'ai eu peur, très peur. Je tremblais. J'avais mon cœur qui battait très fort. Lamia Bouzoumita, quand elle découvre le corps de Madame Laforge, est dans un état second, elle panique, elle fait les choses de façon machinale, un peu comme un automate pourrait les faire. Elle sort de la salle de bain, et lorsqu'elle sort de la salle de bain et qu'elle se dirige vers l'entrée pour quitter l'appartement, elle passe devant la chambre et elle dit qu'elle voit les bijoux, et qu'elle prend les bijoux, et qu'elle s'en va. Quant à l'argent liquide, Lamia Bouzoumita prétend qu'il ne s'agit pas d'un vol, mais d'un dû. Pour ce qui est du numéraire, elle explique que cette importante somme d'argent correspond à son salaire qui a été payé en espèces. Je présente mes excuses pour les mensonges. J'avais peur de ce qui pouvait m'arriver. J'ai honte de ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas touché Madame Michel, ni de près, ni de loin. Je n'ai rien à voir dans sa mort. À l'issue des 48 heures de garde à vue, Lamia Bouzoumita est mise en examen pour le meurtre de Madame Laforge. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Seulement les enquêteurs ont un problème. Lamia Bouzoumita maintient qu'elle est arrivée à 10h32 dans cet appartement. Or, souvenez-vous, Michel Laforge a été tué entre 10h et 10h30. À 10h03, on sait que Michel Laforge a passé un appel à un galliériste. Et ensuite, à 10h32, il y a un appel entrant auquel elle ne répondra pas. Le décès de Madame Laforge est intervenu entre 10h03 et 10h32. Lamia Bouzoumita n'aurait donc pas pu commettre ce crime. Et puis les enquêteurs n'ont pas la moindre preuve matérielle contre la femme de ménage. En effet, les prélèvements effectués dans l'appartement des Laforge n'ont rien donné. Bien au contraire. Les recherches d'ADN faites dans l'appartement vont démontrer que l'ADN de ma cliente n'est pas présent. Qu'à aucun moment on ne trouve une empreinte ADN de Madame Bouzoumita dans cet appartement. Et plus extraordinaire encore, sur la bouteille de détergent, comme sur le manche et sur l'éponge du balai, on retrouve un ADN inconnu.
C'est quand même très troublant qu'on retrouve un ADN qu'on n'a pas identifié, qui ne sera jamais identifié. Alors, les enquêteurs feraient-ils fausse route? Qui est ce mystérieux inconnu qui a laissé des traces dans l'appartement des Laforge? Les policiers ne le savent pas encore, mais un incroyable rebondissement va relancer l'enquête. Paris, le 20 février 2012. Il est 15 h lorsque les policiers de la brigade criminelle reçoivent un courrier pour le moins troublant. Coup de théâtre à la brigade criminelle, une lettre anonyme parvient dans le bureau des enquêteurs. Et voici ce que le Corbeau écrit. Je sais qui était présent le 13 décembre chez Madame Laforge avec la femme de ménage. C'est Christophe, un Indien qui a arnaqué tous les amis du 15e. Tout le monde autour du magasin le connaît. La femme de ménage n'était pas seule le 13 décembre 2011, jour de la mort de Madame Laforge, dans l'appartement. La femme de ménage aurait été accompagnée d'un certain Christophe. D'après le Corbeau, Lamia Bouzoumita était bien sur les lieux du crime, mais elle n'était pas seule. Elle aurait accompli son projet criminel avec l'aide d'un complice, un certain Christophe, un escroc bien connu dans le quartier. Christophe se fait passer pour un trader, proposant des placements à des taux hors normes. En réalité, c'est un escroc. Un certain nombre de personnes sont convaincues qu'ils vont faire des affaires mirobolantes et lui donnent de l'argent, argent qu'ils n'ont bien entendu jamais revu. Hervé Laforge, le mari de la victime, connaît bien ce fameux Christophe, car par le passé, il avait décliné ses propositions malhonnêtes. Je pense avoir à peu près appréhendé le personnage. C'est un voyou, c'est un escroc. Je l'ai mis dehors très rapidement. L'escroc du 15e arrondissement se serait-il vengé? L'homme est interpellé. Et lors de son interrogatoire, voici ce que Christophe déclare aux hommes du 36 quai des Orfèvres. J'avais beaucoup de respect pour cette femme. Il en est de même pour son époux, et encore à ce jour. Je n'avais aucun différend avec ces personnes. Il n'y avait également aucune relation financière entre moi et ce couple. Connaissez-vous la nommée Bouzoumita? Non, même pas de nom. Le Corbeau, celui qui implicitement accuse Christophe, aurait-il menti? Tout le laisse penser. Car en épluchant les relevés téléphoniques de l'escroc, les enquêteurs découvrent qu'il a un alibi en béton. Il est resté chez lui toute la journée dans son appartement du 16e arrondissement. Il n'a pas quitté son domicile. Sa téléphonie examinée par les policiers confirme sa déclaration. A priori, il n'a rien à voir dans cette histoire. Et ce n'est pas tout. Impossible d'établir un lien entre l'escroc et la femme de ménage. La lettre anonyme, pour moi, elle a été écrite par quelqu'un qui s'est fait arnaquer par Christophe et qui essayait de se venger un petit peu de cette façon-là. Tout porte donc à croire que la lettre de dénonciation ne serait qu'un règlement de compte. Les hommes de la crime abandonnent la piste de l'escroc. En revanche, ils n'en ont pas terminé avec la femme de ménage. Car ils vont trouver une faille dans la défense de Lamia Bouzoumita. Les enquêteurs réexaminent attentivement son emploi du temps dans la matinée du 13 décembre. Car toute la question est de savoir si la femme de ménage pouvait se trouver au domicile de la victime à l'heure de sa mort, c'est-à-dire entre 10h
et 10h30. L'histoire, c'est de savoir maintenant si elle n'a pas menti sur l'heure d'arrivée, si elle ne serait pas arrivée avant. Pour vérifier son emploi du temps, ils reprennent les déclarations de cette dernière et notamment le fait qu'elle leur a indiqué qu'elle est partie de son domicile à 10h en même temps que sa fille aînée qui se rendait à son lycée. Or, en analysant le téléphone portable de la fille de Lamia Bouzoumita, les policiers vont s'apercevoir que cela est bel et bien impossible. Ils découvrent que son téléphone portable a activé des bornes relais de 8h du matin environ à 13h au lycée de cette jeune fille, ce qui veut dire que sa fille n'a pas quitté le domicile familial à 10h comme a pu le déclarer Madame Bouzoumita. L'alibi de Lamia Bouzoumita vient de tomber à l'eau. Lamia Bouzoumita a très bien pu quitter son domicile à 9h30. Et là, du coup, elle avait le temps nécessaire pour à la fois tuer, voler, maquiller et partir. Après 2 ans d'enquête, les policiers pensent enfin avoir résolu l'incroyable partie de Cluedo de l'affaire Laforge. Et selon les enquêteurs, voici ce qui se serait passé ce 13 décembre 2011 dans l'appartement. Domicile des Laforge, Paris, 15e arrondissement. Le 13 décembre, il est aux environs de 8h45 lorsqu'Hervé Laforge quitte son domicile pour partir à son travail, laissant son épouse seule dans l'appartement. Puis, comme tous les mardis, Lamia Bouzoumita, la femme de ménage, serait arrivée entre 10h et 10h30. Elle aurait sonné à la porte. Et comme à son habitude, Michel Laforge serait venu lui ouvrir. C'est alors qu'une dispute aurait éclaté entre les 2 femmes. C'est le choc de 2 femmes de caractère. 2 femmes qui ne se laissent pas faire, 2 femmes qui ne baissent pas pavillon. Donc l'affrontement devient parfaitement possible. Selon la justice, cette dispute serait liée au vol des bijoux de Madame Laforge. Première hypothèse, elle la surprend en flagrant délit de vol. Deuxième hypothèse, elle a constaté que des objets ou bijoux ou même du numéraire avaient disparu. La dispute se serait alors transformée en bagarre dans le couloir menant à la salle de bain. Là où des traces de sang, souvenez-vous, ont été retrouvées. Bagarre au cours de laquelle un coup aurait été porté au crâne de Madame Laforge, au moyen, probablement, d'un chandelier. Après ce coup de chandelier, Michel Laforge serait tombé inanimé sur le sol. Madame Bouzoumita l'aurait alors pris sous les aisselles et l'aurait tiré jusqu'à la salle de bain. Elle l'aurait fait basculer dans la baignoire. La femme de ménage aurait alors fait couler de l'eau dans la baignoire. C'est à ce moment-là que Madame Laforge aurait trouvé la mort à la suite d'une noyade. Le juge d'instruction n'a pas pu établir si la mort avait été donnée volontairement. C'est-à-dire, en d'autres termes, si Lamia, la femme de ménage, avait appuyé ou non sur la tête de sa patronne pour la noyer. Toujours est-il que Lamia Bouzoumita aurait maquillé la mort de Michel Laforge en suicide à l'aide d'un sèche-cheveux. Madame Bouzoumita aurait pris le sèche-cheveux, elle l'aurait branché, elle l'aurait jeté dans l'eau pour maquiller le crime en suicide par électrocution. Puis ensuite, elle aurait poursuivi sa mise en scène en sortant les photos de la mère de la victime qui se trouve dans son cercueil.
Le dossier où il est question des obsèques. La femme de ménage aurait ensuite nettoyé l'appartement. Elle aurait pris de l'eau de javel et passé un coup de balai-brosse pour effacer au maximum les traces de sang et faire en sorte que personne ne se rende compte de son passage au domicile des Laforge. Lamia Bouzoumita se serait ensuite rendue dans la chambre du couple pour y dérober les bijoux de Madame Laforge. Enfin, elle aurait quitté l'appartement en prenant soin de verrouiller la porte derrière elle avec son propre jeu de clés. Après 2 années d'instruction, Lamia Bouzoumita est renvoyée devant la cour d'assises pour vol et violence ayant entraîné la mort. Palais de justice de Paris, le 20 octobre 2014. Près de 3 ans après les faits, le procès du meurtre de Michel Laforge s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Pour la femme de ménage, 41 ans et mère de 5 enfants, l'enjeu est énorme. Elle encourt la prison à perpétuité. Et d'emblée, devant les jurés, Lamia Bouzoumita campe sur ses positions. Madame Bouzoumita s'excuse pour les mensonges qu'elle a donnés plus tôt dans la procédure. Elle leur dit qu'elle a honte d'avoir volé les bijoux, mais elle leur dit qu'en aucun cas elle n'a tué Madame Laforge, qu'en aucun cas elle n'a agressé Madame Laforge. L'issue du procès n'est pas jouée d'avance, car la défense de l'accusé va mettre en avant les incertitudes qui planent sur le dossier. En effet, en l'absence de reconstitution, difficile de prouver que la femme de ménage a pu tuer Madame Laforge et déplacer seule son corps dans la baignoire. Physiquement, pour moi, il est évident qu'elle en était incapable. Elle était atteinte à ce moment-là d'une maladie qui faisait que si elle portait plus de 20 kilos sur quelques mètres, elle faisait une hémorragie interne. Il s'avère que le corps de Madame Laforge faisait 65 kilos. Je ne vois pas comment elle pouvait porter ce corps et cette reconstitution aurait permis de le prouver. Et puis, il y a une question qui interpelle. Lamia Bouzoumita avait-elle la faculté de maquiller un crime en suicide? L'expert psychiatre, l'expert psychologue qui ont rencontré Lamia Bouzoumita en détention pendant l'instruction vont expliquer qu'elle n'a pas l'intelligence de construction, l'intelligence pour construire un scénario. Et on essaye de lui faire porter un chapeau beaucoup trop large, beaucoup trop grand pour elle. Cependant, pour l'avocat général et la partie civile, sa présence sur les lieux du crime et le vol des bijoux sont accablants pour Lamia Bouzoumita. Ces ondes d'ombre sont fragiles par rapport aux éléments accablants réunis contre Madame Bouzoumita. Et puis, bien entendu, si c'est pas elle, qui d'autre cela peut-il être? À l'issue des débats, l'avocat général requiert une peine de 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de la femme de ménage. Même pendant le délibéré, les choses ne sont pas jouées puisqu'il y a encore une partie de la salle qui est persuadée que l'accusée sera condamnée et une autre partie qui pense qu'elle sera acquittée. Finalement, le 24 octobre 2014, après 5 jours de procès, le verdict tombe. Lamia Bouzoumita est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Quand le délibéré tombe et qu'on entend 18 ans de réclusion criminelle, Lamia Bouzoumita s'effondre dans le box. Elle s'effondre en larmes. Comment vous vous sentez ce soir? Eh bien, soulagé. Soulagé, c'est la fin de bientôt 3 ans de... Je sais pas quoi dire. J'ai pas très bien dormi. Et là, j'ai pas dormi du tout de la semaine. Merci beaucoup. Merci.
Excusez-moi, parce que... Pardon, la page ne sera jamais tournée. Je souhaite à personne de vivre ce que j'ai pu vivre. Incarcéré à la prison de Florimérogis, Lamia Bouzoumita a fait appel de sa condamnation. Dans l'attente d'un nouveau procès, elle est toujours présumée innocente.